Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte. Papa, moins et moins, ça fait plus. Mais plus et plus, ça fait quoi? Ah, c'est simple. Tiens, à la Banque Postale, un prêt auto à un taux super intéressant, plus une assurance auto, ça fait plus d'avantages et 2 mois d'assurance offerts en plus. D'accord, papa, d'accord. Jusqu'au 5 octobre 2013, ce sont les bons plans auto de la rentrée à la Banque Postale. Profitez d'une offre spéciale sur le prêt personnel et l'assurance auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre prêt personnel auto par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusif du prêteur. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vendredi prochain, le 20 septembre, l'émission aura lieu en public et en direct de Trouville dans le Calvados. Franck Ferrand nous y parlera de Marguerite Duras, évidemment, mais aussi de l'histoire de la côte normande et de la sœur ennemie de Trouville, la station balnéaire de Deauville. Et bien aujourd'hui, comme un avant-goût, c'est le fondateur de Deauville qui est à l'honneur, le duc de Morny. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le duc de Morny, longtemps comte de Morny d'ailleurs, demi-frère de Napoléon, 3 grands hommes du Second Empire. La création de Deauville a été l'une de ses dernière réalisation en ce monde, mais vous allez voir que s'il avait énormément agi, il avait créé énormément de choses dans sa vie, il était aussi, et je pense que c'est ce que nous retiendrons peut-être de cette émission, on va bien voir, il était aussi un grand esthète. C'est ce que nous racontera notre invité Michel Carmona. Michel Carmona, auteur de la grande biographie de Morny chez Fayard. Oui, ça s'intitule Morny le vice-empereur, avec peut-être un jeu de mots sur le terme de vice. Je vais tout de suite vous raconter sa vie à grands traits, et puis Michel Carmona nous donnera son passionnant éclairage, et à la fin de l'émission, dans notre retour aux origines, vous savez, nous évoquerons quelques grands noms propres qui sont devenus des noms communs. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Samedi dernier, dans le cadre des Journées du patrimoine, je me trouvais pour France 3 dans les somptueux salons de l'Assemblée nationale. Nous étions exactement dans la grandiose galerie des fêtes, vous savez, qui relie le Palais Bourbon à l'hôtel de Lassay. Et presque malgré moi, le nom est revenu sans cesse sur le tapis, le nom du président du corps législatif de l'époque, Morny. Le duc de Morny, Auguste de Morny, personnalité fondatrice, pierre d'angle du Second Empire, homme d'esprit, homme de cabinet, homme de combinaison, nous dit aussi, vous allez voir avec notre invité, nous dit aussi Michel Carmona, homme d'affaires, bien sûr, peut-être avant tout, aussi homme de théâtre, homme de lettres, homme de sport, homme à femme, ô combien. Bref, j'allais presque dire homme à tout. Ce viveur de grande vie dont on a pu avancer avec un peu d'exagération qu'il avait été le véritable empereur du Second Empire. Après tout, il était le frère naturel de Napoléon III. Il lui ressemblait d'ailleurs furieusement la calvitie en plus. Comment est-ce possible ça ? Eh bien, vous savez peut-être que l'impératrice Joséphine, d'un premier mariage, avait eu notamment une fille. Je ne parle pas du prince Eugène, mais une fille, Hortense, mariée à un petit frère de Napoléon, Louis, qui est roi de Hollande. Louis donne 3 enfants à sa femme, dont un seul va lui survivre, Louis-Napoléon, le président de la République de décembre 48. Vous savez qu'au moment de la Révolution de 1848, alors qu'on vient de chasser Louis-Philippe du trône, on élit un président de la République qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier, donc ce Louis-Napoléon Bonaparte, qui bientôt sera l'empereur Napoléon III. Seulement voilà, Louis Bonaparte, donc son père, comment dire, c'était pas un mari très amusant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on l'avait d'ailleurs marié contre son gré à Hortense, et Hortense avait des amants. Et surtout, après que Louis eut abdiqué, après qu'il se fut exilé en Autriche, Hortense se donnait du bon temps, et parmi ses amants, il y avait un jeune et beau colonel qui allait devenir général, faites-lui confiance, le comte de Flao. Arriva ce qui devait arriver. En 1811, la reine Hortense met au monde un petit bâtard qu'elle ne peut pas reconnaître évidemment et qui est déclaré né d'une certaine Louise Fleury et d'un certain Auguste de Morny en un seul nom, en un seul mot. Un officier subalterne à la solde de Joséphine. Il fallait bien trouver quelqu'un évidemment. La grand-mère était là qui veillait. Joséphine surveillait tout ça dans l'ombre. D'ailleurs,
ça c'est un peu extraordinaire, mais les 2 grands-mères de ce nouveau-né sont des femmes extraordinaires. Il y en a une, évidemment, c'est carrément Joséphine de Beauharnais. Bon, mais là où les choses deviennent incroyables, c'est quand on parle de l'autre grand-mère, parce que le véritable père de l'enfant, ce fringant Flao, là, ce comte de Flao, avait lui-même pour mère une femme, disons, assez légère. Toute jeune, à 17 ans, elle avait épousé, à l'époque on était encore sous l'Ancien Régime, elle avait épousé un vieux monsieur de Flao, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir elle aussi des amants, parmi lesquels un certain monsieur de Talleyrand, qui à l'époque était prêtre, je vous le rappelle quand même. Naît un enfant, très probablement fils de Talleyrand, reconnu par monsieur de Flao, qui, lui, va mourir guillotiné sous la Révolution, et sa veuve, encore jeune, encore belle, va épouser un ambassadeur de Portugal en France, monsieur de Sousa, et elle devient la fameuse Madame de Flao Sousa. Je dis fameuse parce qu'elle écrira beaucoup des romans, etc. Et voilà comment le petit-fils de Talleyrand et de Joséphine par la reine Hortense va se retrouver élevé par son autre grand-mère, la fameuse Madame de Flao Sousa. Ce qui s'appelle avoir une sacrée ascendance, tout de même. Vous savez, dans le Ouzou, on parle d'illustration familiale. Là, en l'occurrence, l'illustration, elle est quand même assez extraordinaire. Alors, le gamin en question est baptisé Auguste de Morny, donc je vous dis en un seul mot. Pour Madame de Sousa, qui n'aime pas tellement ce genre de bourgeoisie et de roture, il devient très vite de Morny en 2 mots. C'est, on peut dire, le premier artifice d'une vie qui en comptera 1000. Finalement, toute la vie de Morny n'est qu'une vie d'artifice, certains diraient plus joliment de feu d'artifice. Dans son malheur, on peut dire que le petit Auguste a bien de la chance. Grand-mère Sousa est en effet un excellent pédagogue. Elle va offrir un véritable foyer à ce petit-fils illégitime que le hasard lui a donné en passant par le lit d'une reine. Et le caractère de l'enfant se manifeste et s'affirme tôt. Il est fort, c'est un personnage extraordinaire, il est très efficace d'emblée, tout jeune, on le voit accomplir tous ses dessin. Il est par ailleurs d'une élégance, quand il devient jeune homme notamment, on remarque cette espèce de maintien extraordinaire. Son élégance d'ailleurs, ce sera son surnom dans les salons parisiens. Il a déjà 19 ans au moment où Louis-Philippe accède au trône. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que Mamie Sousa est très proche des milieux orléanistes. Elle est proche de la nouvelle famille royale. Elle est dans les petits papiers de celui qui était le duc d'Orléans et qui devient le roi citoyen Louis-Philippe. Le roi citoyen en profite pour rappeler d'Angleterre le général de Flao, qu'il élève d'ailleurs à la pairie. Il accueille à la cour le fils illégitime, et voilà comment le comte de Morny fait une entrée remarquée aux Tuileries. Je vous ai dit, c'est quelqu'un déjà de fringant, lancé, c'est un bourreau des cœurs, il fait beaucoup de malheureuses derrière lui, il les sème littéralement les pauvres, surtout quand il part pour l'Afrique. On est en pleine conquête de l'Algérie à l'époque, vous savez, ça va pas lui réussir l'Algérie à Morny, il est malade, il sera même blessé. Il n'empêche, il revient tout auréolé de gloire, une belle légion d'honneur à la boutonnière. Ça fait toujours bien ça sur les tenues de soirée, la légion d'honneur, surtout qu'à l'époque elle était grosse, évidemment. Je vous l'ai laissé entendre, c'est l'arbitre des élégances, ce jeune Morny. Il fait partie de ce qu'on appelle le petit cercle, tous les gens qui sont dans l'entourage des enfants de Louis-Philippe, des princes d'Orléans. Il est tous les soirs à l'opéra, qui à l'époque se trouve rue Le Pelletier, et on appelle sa loge la loge infernale. C'est là, c'est pas qu'on dit qu'on entrait qu'avec les gants verts. Bref, le petit Auguste mène grand train. Il faut vous dire que grand-maman Sousa a eu la bonne idée de mourir entre-temps, qu'elle a transmis sa fortune au jeune homme, de quoi attirer quelques croqueuses de diamants, notamment une certaine comtesse Françoise Lehon, Fanny pour ses galants, qui est l'épouse de l'ambassadeur de Belgique. C'est un pays tout neuf, la Belgique, à l'époque, puisque la première reine des Belges n'est autre que la fille de Louis-Philippe. Balzac décrit ainsi la célèbre Fanny, iris au regard bleu, ambassadrice aux cheveux d'or. Il faut dire que l'ambassadrice en question n'a que 29 ans. Ce qui n'est pas beaucoup plus qu'Auguste, après tout. Elle le prend sous sa coupe. Elle veut qu'il arrive, comme on dit à l'époque. Elle va en faire d'abord et avant tout, non seulement son amant, ça évidemment, mais elle va en faire un homme d'affaires. Pour ne pas dire même un affairiste. Le voilà qui place, qui investit, qui spécule, qui s'enrichit. Ensemble, ils vont même investir dans une raffinerie de sucre en Auvergne. Pour Morny, c'est le début d'une nouvelle carrière, et celle-là sera politique.
C'était un extrait de la symphonie fantastique de Berlioz. Dans quelques minutes, la suite du récit de Franck Ferrand sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous parlez de Charles de Morny. C'est la suite de votre récit. D'Auguste, en l'occurrence. Et en fait, le comte de Morny à l'époque, et il est donc dans cette... on peut dire qu'il est dans ce milieu affairiste parisien. Faut pas oublier qu'on est sous la monarchie de Juillet, à un moment où on est en train de faire de grands investissements. La France est en train de s'industrialiser. C'est l'époque des frères Pereire, la création du crédit immobilier, du Grand Central. Enfin, on est en train de créer les lignes de chemin de fer, tout simplement. Or, il y a une phrase qu'on se répète dans les milieux d'affaires parisiens à cette époque. Lorsqu'une affaire paraît intéressante, on dit « Morny est dans l'affaire ». Morny est dans l'affaire, donc ça veut dire qu'il faut y aller et qu'il y a de l'argent à gagner. Alors, je vous ai dit que Morny exploitait une sucrerie en Auvergne. Il s'est fait élire député donc dans le Puy-de-Dôme en 1842. Disons-le clairement, la politique, a priori, l'intéresse moins que les affaires. Seulement, on ne peut pas longtemps exercer de hautes responsabilités dans l'une ou dans l'autre sans savoir que les passerelles sont très importantes. Et surtout, à cette époque, il est très difficile de faire de grandes affaires sans faire un peu de haute politique. Pour autant, Morny n'oublie pas qu'il est le demi-frère, n'est-ce pas, de Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui va devenir le président de la République en décembre 48. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne le connaît pas. Et ça, on va revenir là-dessus avec Michel Carmona, parce que il n'a jamais rencontré ce frère. C'est quand même un peu étrange. Il faut dire qu'il évoluait, lui, dans les milieux orléanistes, alors que, par définition, son frère, lui, est un bonapartiste. Il en est même le chef de file. La première rencontre se fait donc en 49, les deux hommes se jaugent, ils ont 3 ans de différence à peu près, hein. Et évidemment il y a un fort intérêt mutuel entre les deux. Ça, Michel Carmona nous le décrira parce qu'il l'a raconté de façon magnifique. L'idée de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est évidemment, tout président de la République qu'il soit, c'est de restaurer l'Empire. Ah, ça va bien à Auguste, hein, qui est un monarchiste dans l'âme. Il y voit quasiment comme une affaire qu'on pourrait monter, finalement. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau coup de poker, si j'ose employer cet anachronisme. Il fait tout néanmoins, disons-le clairement, Morny. Il fait tout avec ordre et patience. Alors, dans un premier temps, il se fait réélire à Clermont-Ferrand, tout s'ancrer, n'est-ce pas? Et puis, les choses évoluant, il faut quand même imaginer quelles sont les difficultés de ce mandat présidentiel du prince Napoléon. Il y a des tensions terribles avec l'Assemblée du fait de l'affaire de Rome, hein, où il a protégé le Saint-Siège, du fait du montant de la liste civile, c'est-à-dire des fonds qui lui sont alloués, etc. Des tensions tellement fortes qu'en octobre, ça devient quasiment invivable de cette année 1851, hein, et on arrive à la fameuse nuit du 1er au 2, ça c'est le coup d'état du 2 décembre. Hein. Morny est à l'Opéra Comique où l'on joue les châteaux de Barbe-Bleue et il y a une dame très chic qui s'approche et qui lui dit « Est-il vrai, monsieur, qu'on va vous envoyer à Vincennes ?» Et Morny lui répondrait « Le grand coup de balai ? Possible en effet. De toute façon, je tâcherai de me mettre du côté du Manche. » Effectivement, Morny est présent, il est derrière tout ça. À 11h30 ce soir-là, il avait abordé un de ses partisans, le colonel de la garde nationale. Il s'était planté devant lui et il avait dit brusquement « Colonel, regardez-moi bien et que pas un muscle de votre visage ne bouge. Vous êtes prêt ? Oui. Eh bien, l'affaire est pour cette nuit. L'affaire en question, ce sera le célèbre coup d'État qui va transformer une république éphémère en empire restauré. Et bien entendu, Morny est là, c'est lui qui gère cette affaire, c'est lui qui est au cœur de l'événement. Évidemment, il sera très vite le ministre de l'Intérieur incontournable du nouveau régime, qui ne sera officiellement proclamé qu'un an plus tard quand même. Il y a toute une période de transition, mais il est d'une efficacité, Morny, une fermeté, intransigeance. La presse est complètement muselée. La République est bâillonnée, diront les journalistes. L'opinion est prise en main. Le corps des préfets, créé par l'oncle Auguste, Napoléon, le corps des préfets est mis à forte contribution pour tenir les provinces. Et évidemment, après quand même quelques violences, il faut le dire, il y a eu sur les barricades, il y a eu près de 400 morts pendant les opérations même du coup d'État. 15 000 personnes ont été arrêtées avec plus ou moins d'égards. Victor Hugo est le plus célèbre de ceux qui ont dû s'exiler, vous savez, avec cet autoritarisme qui est mal perçu en France, mais aussi partout ailleurs en Europe. Morny cherche une issue, évidemment, parce qu'il
n'est pas très à l'aise dans ce nouveau régime un peu en porte-à-faux, lui qui était l'homme de l'ancien du roi Louis-Philippe. Finalement, il a beaucoup de chance en quelque sorte. Il y a un décret de confiscation en février 1852 qui vise notamment les biens de la famille d'Orléans, et ça lui fait un très beau prétexte ça pour démissionner. Comme ça, lui il sort de sa place officielle et le régime est bien content. En fait, disons-le, tout le monde est content et Morny reprend sa vie fastueuse avec Fanny, avec Madame Leon, qu'il trompe évidemment allègrement. Et puis en 1854, parce qu'il lui faut quand même un poste à ce frère naturel du nouvel empereur, eh bien il se voit offrir la présidence de l'Assemblée de l'époque qu'on appelle le corps législatif. Alors ça c'est extraordinaire. Morny retrouve une influence immense. Il va pouvoir continuer à faire de belles affaires. Si j'ose dire, Morny est dans l'affaire. C'était un extrait de la danse antique de Gounod. Alors, quelle était l'attitude de Morny aux affaires ? Évidemment, il est un président, c'est un drôle de président de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'écrivait à son sujet le cher et regretté André Castelot. En général, écrivait-il, son attitude au fauteuil présidentiel revêtait les dehors d'une nonchalance élégante et ennuyée. Pourtant, par une boutade inattendue, tombant toujours juste, une répartie spirituelle, préparée peut-être, mais n'en arrivant pas moins avec un étonnant à propos, il savait ramener les discussions dans la ligne droite et utile, parer aux mots dangereux, les escamoter et même jeter à temps la petite goutte d'eau froide qui calme le déchaînement des passions. La Chambre obéissait à ce doigté extraordinaire, à cet esprit de circonstance dont il tirait un parti si efficace. Avec un simple mot d'esprit, il s'assurait un succès. Un jour qu'à l'Assemblée, il avait déclaré que si Paris était la tête de la France, la province en était le cœur, il se fit applaudir avec un entrain unanime en concluant « Ce qui prouve que notre pays a mauvaise tête et bon cœur », ce qui, je trouve, est assez piquant lorsqu'on connaît l'histoire du 19e siècle. Alors, Morny, évidemment, continue ses grandes affaires. Il va se voir chargé de temps en temps, tout en étant président du corps législatif, il se voit chargé par son demi-frère d'empereur, qu'il appelle mon cher empereur. Ah, d'ailleurs, c'est un de nos auditeurs, c'est Frédéric qui nous dit... Non, pardon, c'est Eric qui nous dit je nomme mon père comte, j'appelle ma fille princesse, je dis à mon frère sire, j'ai le titre de duc, et tout cela est naturel. Oui, c'était ça quand même, Morny, et tout ça se faisait d'ailleurs dans le plus grand naturel. Il est nommé à une ambassade assez extraordinaire en Russie, où il va mener grand train au palais Vorontsov. On le voit, il donne des réceptions extraordinaires, et cet homme, qui à l'époque a quand même 45 ans, va s'éprendre d'une toute jeune fille de 18 ans, une blonde aux yeux noirs, une des suivante de la tsarine Sofia Troubetskoy. Ce sera sans doute le dernier grand amour de sa vie. Alors, ça va faire un énorme scandale. Évidemment, vous vous doutez bien que la maîtresse en titre, si je puis dire, là-bas à Paris, elle ne se laisse pas faire, Madame Leon. Elle demande des dédommagements, elle fait énormément de scandales. Alors, on lui envoie la police, parce que Napoléon III a peur justement de ce scandale, sauf que quand la police arrive, il n'y a rien à trouver chez elle. Et donc, c'est elle qui met les policiers dehors. Ça fait tellement de scandales que finalement, on préfère lui envoyer, c'est plus sage, un notaire, et on va s'entendre. Elle réclamait quand même 7 millions de francs de l'époque, c'était complètement extravagant, mais on lui en accorde la moitié. Elle va partir avec 3,5 millions de francs. On est, à partir de l'année 57, on peut dire que le duc de Morny, qui doit sentir qu'il va moins bien, et qu'il vieillit tout simplement, il se jette dans un véritable tourbillon de fêtes. C'est le Paris-L'Offenbach, il faut pas l'oublier. On est dans un moment de très grand plaisir. C'est la fameuse fête impériale, il est de toutes les soirées, etc. Or, plus l'Empire va se libéraliser, plus lui-même va prendre, ça on va en reparler aussi dans un instant, plus lui-même va prendre des distances, évidemment, avec son frère et avec ce régime du Second Empire, mais néanmoins, il ne l'abandonne jamais, ce régime, jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin, puisqu'il a la chance, si je puis dire, de mourir avant la fin du Second Empire. Jusqu'à la fin, il sera là, il sera un soutien
Évidemment. Alors, est-ce que s'il avait vécu assez longtemps, il aurait pu empêcher la France de tomber dans ce terrible conflit contre la Prusse qui allait faire chuter son frère et sombrer le Second Empire? C'est une possibilité. On pourra au moins poser la question tout à l'heure. Nous allons bien voir ce qu'en pense Michel Carmona. Mais en tout cas, ça c'est de l'histoire fiction parce qu'en 1865, dès les derniers jours du mois de février, vraiment, Morny est mal. Il se sent las, souffrant. On connaît la phrase du marquis de Montguillon, qui a été le premier à oser lui parler clairement. Il dit « Oh, je ne vais pas bien, je suis là ». Et l'autre lui répond « Tu es foutu, mon pauvre Auguste ». Et à partir de ce moment-là, évidemment, il met, comme on dit, ses affaires en ordre. Alors on voit les souverains accourir des Tuileries à son chevet. Morny délire à ce moment-là. Il ne reconnaît même pas l'empereur. Il ne reconnaît pas son demi-frère. Il va mourir avec tous les honneurs. On va lui faire des funérailles officielles. Alphonse Daudet a raconté l'espèce de frénésie qui régnait chez lui au moment où on réalise qu'il va mourir. Voilà ce qu'écrit Alphonse Daudet. Les valets par groupes erraient dans les salons, désœuvrés, accoudés au marbre des cheminées. Des amis du duc s'interrogeaient anxieusement, les derniers venus, anxieux de nouvelles. Pas un indifférent dans cette foule. Ceux qui n'étaient pas frappés au cœur avaient encore plus de fièvre et d'inquiétude que les autres. Tout un monde d'ambitieux, de désappointés, s'agitait devant un véritable écroulement d'espérances détruites et de projets à refaire. Et que de comédie dans ce drame. Depuis le chevet du mourant ou le valet de chambre, l'homme de la vie intime et de tous les secrets venait mendier en pleurant quelques rouleaux de louis traînant dans les tiroirs, jusqu'aux antichambres, où deux grands financiers, de ceux dont le duc avait fait la fortune, se parlaient à voix basse, atterrés et piteux, à côté d'une grande cage pleine de singes, que tout ce bruit excitait et qui se cramponnait aux barreaux avec des contorsions et des grimaces. Bonjour Michel Carmona. Bonjour. Merci d'être des nôtres. C'est un personnage fringant, certes, dans sa jeunesse, extrêmement machiavélique, on l'aura compris, mais c'est surtout un grand amoureux de la vie que ce duc de Morny. Fait duc à la fin, d'ailleurs. Pendant très longtemps, il est le comte de Morny. Oui, tout à fait. C'est vraiment à la fin. C'est 3 ans avant sa mort qu'il est fait duc. Mais enfin, il se conduisait lui-même comme quelqu'un qui voulait être le premier en tout. C'est ça, je crois, qui décrit le mieux sa personnalité. C'est pour ça qu'il a aidé son demi-frère à devenir empereur, mais en même temps avec une jalousie. Avec une volonté de montrer qu'il lui était supérieur. Et tout à fait à la fin de sa vie, il y a même des papiers extraordinaires où il dit « Mais moi, je suis le vrai fils de Louis-Napoléon Bonaparte. Je suis le fils officiel. » Tandis qu'on disait que Napoléon III était le fils naturel d'un amiral hollandais qui avait plu à Hortense. Ça, c'est quand même le paradoxe suprême. Et donc, c'est quand même extraordinaire. Et il a cherché à se faire nommer empereur du Mexique. Oui, par exemple. C'est un trait de sa personnalité qui est extraordinaire. Terrible opération du Mexique pour laquelle il porte quand même de fortes responsabilités. En tout cas dans les origines. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant pour essayer de voir qui il était réellement, ce duc de Morny. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, vous nous emportez, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire du duc de Morny avec votre invité, Michel Carmona, historien, auteur notamment de Morny, le vice-empereur aux éditions Fayard. Oui, une de ces belles biographies Fayard. Alors si vous êtes d'accord, Michel Carmona, j'aimerais que nous nous attardions pas trop cet après-midi ensemble sur les origines de Morny. Je crois qu'on a compris qu'il a une ascendance incroyable, qu'il a 2 grands-mères inouïes, qu'il est le demi-frère de Napoléon III. Mais comme vous nous le dites, peut-être que l'enfant vraiment légitime n'est pas celui qu'on croit. Enfin bon, on a beaucoup parlé de tout ça et quand on parle de Morny, généralement, c'est pour évoquer tout cet aspect-là. Ce qui est peut-être plus nouveau, me semble-t-il, et ce que vous faites remarquablement comprendre à vos lecteurs, c'est à quel point cet homme est dynamique. C'est un créateur. Alors je crois qu'il est, comme on a peu d'exemples, ce qu'on pourrait appeler un homme d'action, en vérité. Ah, c'est vraiment le mot qui lui convient. Moi, je vais dire quelque chose quand même, c'est que c'est aussi l'époque. On est après la Révolution qui a fait des généraux à 24 ans. Il y a des ascensions extraordinaires. Il a l'exemple de son père, Flahault, qui est devenu général et garde du corps de Napoléon Ier, lui est resté fidèle jusqu'à Waterloo. Et tout ça, ce qui n'empêche pas son père ensuite de se marier en Angleterre avec la fille d'un amiral anglais qui était l'un des pires ennemis des Français. Mais il y a des
des aventures extraordinaires dans ce monde. Et lui, Morny, il est tout à fait de ce milieu. Il a l'exemple de sa grand-mère. Il convient, voilà. Et alors, c'est le mot milieu. Hein. C'est le milieu, c'est exactement ça. Alors, on est plein d'ambition. Je crois que c'est ça le mot. Il y a aussi tout est à construire. Tout est à construire. Je crois qu'il y a une sorte de philosophie ambiante. Alors, je vais le dire, Morny était très certainement incroyant. Bon, quand il est mort, il a fait faire, parce que c'était comme ça dans la société, il fallait se conduire bien, des funérailles religieuses. Mais il était en réalité complètement athée. Mais il était très très proche d'une sorte de religion du progrès, de cette espèce de mythe qu'il y avait à l'époque, qui a conduit des gens extraordinaires. Plus tard Eiffel, par exemple, mais les frères Pereire, tous les créateurs de ces chemins de fer que vous évoquez, on croit au progrès, je dirais le progrès indéfini, sans fin. Et il veut être l'un des acteurs de ce progrès. Ça fait un peu penser la France de la fin de la Restauration, de l'époque de Louis-Philippe, ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, et de ses débuts du Second Empire. Ça fait un peu penser à l'Angleterre, hein, c'est-à-dire c'est quand même une société encore de caste, avec des gens qui se connaissent, des familles qui travaillent ensemble, qui acceptent effectivement quelques financiers, quelques apports extérieurs, mais globalement, on a une impression quand même d'une certaine endogamie de tout ça. Et ce qu'il y a de très marquant dans la jeunesse de Morny, c'est que son intelligence, sa souplesse, sa joie de vivre, etc., en font l'enfant même de ce milieu qui est ami avec tout le monde. Ça va lui ouvrir des portes, en fait. Il est l'homme qui ouvre les portes, finalement. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de son élégance, c'est le mot qui convient. C'est un charmeur en même temps. Et c'est un charmeur vis-à-vis des jeunes filles, des jeunes femmes, des femmes, mais c'est aussi un charmeur vis-à-vis des hommes. Il charme le duc d'Orléans, il charme Louis-Philippe quand le duc d'Orléans est devenu roi. Il a beaucoup d'amis. Il y a quelques jaloux, bien entendu, mais il a plein de copains. À côté de ça, il est tout à fait, de manière presque innée, membre de la caste. Tenez, par exemple, c'est un excellent cavalier. Et le cheval, c'est un des signes distinctifs de la caste. D'ailleurs, Morny va être l'un des tout premiers membres du Jockey Club, quand le Jockey Club quitte l'Angleterre, il ne l'a pas quitté, mais établit une sorte de succursale à Paris. Je dis, cette anglomanie, hein, les clubs, alors le jockey évidemment, il va créer l'hippodrome de Longchamp, il va défendre... plus tard celui de Deauville. Et celui de Deauville évidemment, il va défendre les bains de mer, précisément, enfin, etc. Tout ce côté. On est dans cette société qui cherche aussi de nouvelles satisfactions, de nouveaux amusements. Oui, je dirais un peu des nouveaux repères. Oui, alors, ce qui est intéressant avec Morny, c'est que justement, il est très proche de l'Angleterre. Il admire beaucoup l'Angleterre. Encore une fois, son père Flahault est marié et a 5 filles qui sont donc les demi-sœurs de Morny et qui toutes épousent des lords anglais, des ministres, des ambassadeurs, etc. Et notre ami Morny est sans arrêt avec elle. Il va à Londres, il les reçoit à Paris. Mais en même temps, comme politique, il se dit la France d'abord. Parce qu'il a une tête politique. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Alors, effectivement, la sucrerie, c'est le premier marchepied de la carrière politique. Alors, c'est un politique, mais de salon, si je puis dire. Hein. On peut pas dire que la politique sur le terrain, ça l'amuse tellement, finalement, en fait. Je dirais, c'est presque de la politique de café du commerce. Oui. Quand on lit quelques-uns des avis, des rapports, des articles qu'il pond, c'est pas extrêmement brillant. Mais il a quand même une idée. C'est une idée qui est évidemment héritée de tout ce qui s'est passé sous la Révolution, sous Napoléon Ier et la chute de Napoléon Ier. Il faut rester ami avec l'Angleterre, mais il faut que la France soit la France, elle a ses propres intérêts, et il y a un pays avec lequel elle doit nouer des relations amicales, c'est l'Autriche. Voilà. Alors que l'Autriche est considérée comme l'ennemi naturel depuis très longtemps de la France, c'était le pays de Marie-Antoinette, détesté, haï, etc. Lui dit, il faut être bien avec l'Autriche parce qu'il y a la Prusse qui est menaçante à côté. Et dans ce sens, il voit juste. Il prévoit au fond ce qui malheureusement allait arriver, c'est-à-dire l'unité allemande réalisée par la Prusse sur les décombres de la France, après la guerre de 1870-71. Et il a ce goût et cette fascination du capitalisme. Il ne faut pas oublier que lorsque Louis-Napoléon devient le président de la République et ensuite lorsqu'il devient le nouvel empereur Napoléon III, il est pétri de toute une théorie socialisante en quelque sorte. Il n'est pas très à l'aise avec les milieux d'affaires, etc. Et c'est Morny qui va l'ouvrir à tout ça et qui va faire, disons-le, du Second Empire l'un des âges d'or du capitalisme français. Hein. Oui, l'un des moments où vraiment l'éclosion industrielle, l'éclosion des grandes affaires, des grands travaux publics, des chemins de fer notamment, Bien sûr. Sont l'une des énormes affaires de l'époque. Et on voit effectivement Morny tout jeune être actionnaire de mines,
être actionnaire de compagnies de chemin de fer. Et il, instinctivement, est très proche des frères Pereire, qui sont les grands pionniers sur le plan bancaire de cette nouvel ordre financier, la création de grandes banques d'affaires. Alors que jusque-là, les banques comme la banque Rothschild, c'était des banques qui prêtaient à l'État, qui prêtaient aux chefs d'État, mais qui jamais ne se lançaient dans le financement de grandes affaires. Les frères Pereire, eux, ils lancent un nouveau capitalisme et Morny est avec eux, jusqu'au moment où il les trahira. Morny est dans l'affaire. Jusqu'où? Oui, c'est toujours la grande question qu'on se pose avec lui, évidemment, parce qu'il est capable de sortir aussi vite qu'il était entré quand même. Même chose avec les femmes, si je puis me permettre de faire cette comparaison. J'ai dit que c'était un homme à femme, mais alors ça n'est sûrement pas un amoureux fidèle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, pas du tout. C'est de façon un peu ironique que les parigots, on va dire, les titis parisiens, avaient surnommé le petit hôtel particulier qu'ils s'étaient fait construire au rond-point des Champs-Élysées la niche à fidèles. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas fidèle, c'était bien lui. Oui, il a eu quand même quelques très belles femmes parmi ses maîtresses, dans la cohorte de toutes ces jolies dames. Oui, beaucoup. Comme il fréquentait beaucoup les milieux littéraires, le théâtre, l'opéra, effectivement, il a pris beaucoup de liberté avec les femmes quand elles étaient belles de certains écrivains connus, avec un certain nombre d'actrices qu'il protégeait bien entendu, avec des danseuses du corps de ballet de l'opéra. Je dirais c'était presque rituel, mais lui ne se contentait pas d'une ou deux maîtresses. Il passait de l'une à l'autre, il les collectionnait, toujours avec beaucoup d'élégance. Il a eu, vieux monsieur, une toute jeune protégée qui fera beaucoup parler d'elle, et c'est toujours amusant de voir le nom de Morny apparaître parmi les protecteurs et ceux qui se sont penchés, si je puis dire, sur le berceau de Sarah Bernhardt, par exemple, hein, puisqu'il était très ami de sa mère, Yule. Tout à fait. Il avait le théâtre, il l'avait connu tout jeune, pas Sarah Bernhardt, mais le monde du théâtre. Bien sûr. Parce que un beau jour, il avait un secrétaire qui s'appelait Ludovic Halévy, dont on ne connaissait pas encore le talent d'écriture. Évidemment. Et Ludovic Halévy, un beau jour, lui présente un musicien qui s'appelle Offenbach, qui a besoin d'un petit coup de main pour ouvrir un théâtre. Et le coup de main, Morny le donne. Il découvre que Ludovic Halévy a une patte d'écrivain extraordinaire et il se dit, et pourquoi pas moi? Et il va se mettre à écrire des petites pièces d'opéra, des pièces de théâtre, et donc le monde du théâtre lui est complètement familier. Un peu d'Offenbach pour nous mettre dans l'oreille ce qu'a pu être la fête impériale. C'était un extrait de La Gaîté parisienne de Jacques Offenbach. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et vous nous contez cet après-midi l'histoire du duc de Morny. Franck Ferrand, avec votre invité Michel Carmona, historien, auteur notamment de Morny, le vice-empereur aux éditions Fayard. Et ça se lit, alors vous savez, on a cette expression, on dit ça se lit comme un roman, mais là c'est vraiment ça. On est complètement emporté dans le tourbillon de cette fête impériale et de cette vie vraiment très haute en couleur. Alors Morny, on l'a dit, est le demi-frère de Napoléon III, mais ce qui est étrange, c'est qu'ils ne se sont rencontrés que sur le tard, en vérité. Pour une bonne raison, c'est que Napoléon III, quand il était seulement le prince Louis-Napoléon Bonaparte, a mené une existence de conspirateur. Donc il était tantôt en dehors de la France, en Suisse, en train de faire le coup de feu en Italie contre le pape, et à un certain moment, il a tenté un coup d'État en France, ça a échoué. On l'a prié de s'exiler, il est revenu, il a tenté un deuxième coup d'État, cette fois c'était à Boulogne, et Louis-Philippe s'est fâché et l'a fait condamner à la prison à vie. Prison à vie dans une forteresse, d'où Louis-Napoléon s'est évadé pour aller en Angleterre. Donc il y a de bonnes raisons pour que Louis-Napoléon, le conspirateur, ne croise jamais les chemins du duc de Morny qui est déjà arrivé, qui est un député brillant, un homme d'affaires, un économiste, familier de la famille royale de Louis-Philippe. Et donc ils se rencontrent pour la première fois en janvier 1849. Intéressant cette rencontre, hein, ça c'est... Alors ça se passe de façon bizarre effectivement. Morny le raconte à son père d'ailleurs aussitôt après la rencontre et il lui dit nous ne sommes pas plus.
ni l'un ni l'autre. Chacun des deux a été assez renfermé vis-à-vis de l'autre, ils se découvraient, ils ne devaient pas beaucoup s'aimer, Morny avait beaucoup de rancœur à l'égard de la reine Hortense qui lui avait caché sa naissance, et il avait le sentiment que leur mère à tous les deux, oui. Et effectivement, on lui avait dévoilé ses véritables origines extrêmement tard. Donc il y a des sentiments de rancœur, et Louis-Napoléon n'est pas du tout content de voir qu'il a un demi-frère qui réussit brillamment dans la bonne société. Alors, lorsque Morny écrit à son père, Flahault qui a le sens de la diplomatie, hein, il a du sang de Talleyrand et ça se voit. Flahault lui dit, écoute, il faut que tu le revoies parce que Louis-Napoléon ne connaît personne. Il n'a pas de relation en France, tandis que toi, tu connais tout le monde, tu lui es indispensable. Et donc, le conseil porte et Morny retourne voir Louis-Napoléon, retourne le voir, lui donne des conseils, l'oriente, lui dit quand il faut changer de ministère, lui dit qui il faut inviter, qui il faut charmer, et il est véritablement l'homme indispensable. Il lui sert de guide dans cette haute société parisienne un peu déboussolée par les Trois Glorieuses et par la République de 1848. Hein. Mais il le pilote complètement parce que la Deuxième République, elle a commencé par une catastrophe économique et boursière, c'est dans laquelle Morny a perdu toute sa fortune. Il avait, heureusement pour lui, accumulé des tableaux, des Rembrandt notamment, qui avaient déjà de la valeur, mais il n'y avait plus personne pour les acheter, plus personne n'avait d'argent. Ce qui fait qu'il les a évacués un peu discrètement et frauduleusement en Angleterre, où il est arrivé à les vendre à quelques lords anglais pour pouvoir combler ses dettes. Et donc il y a la crise économique. Sur le plan politique, la famille d'Orléans, Louis-Philippe, a été chassée, mais on ne peut pas dire que la République tienne vraiment au cœur des Français, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est pour ça que Louis-Napoléon, quand il se présente, il recueille d'un coup facile au suffrage universel 75% des suffrages. Oui, parce qu'il porte un nom connu, le nom Bonaparte. Il y a même des gens dans certaines campagnes qui croient que c'est Napoléon Ier revenu, quoi. Et on crie Poléon, 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 Poléon. Bon, mais une fois qu'on a dit Poléon, quelle politique est-ce qu'on fait? Et sur le plan international, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'histoire de Rome, le pape, on est pour, on est contre. Et Morny aide Napoléon d'abord à sillonner la France. Il lui fait faire comme ça ne s'était jamais fait. Il y avait peu de souverains autrefois qui avaient sillonné la France comme Louis-Napoléon le fait. Il va partout, il prononce des discours qui sont préparés, mais je dirais au poil près par Morny et par ses équipes. Et donc il prononce des discours alors sur la grandeur, sur l'économie, sur l'agriculture. En fonction du public et de la région. En fonction du public, en saluant chaque fois la ville, les citoyens de la ville qui les flattent quand même toujours. Et il y a une sorte de progression pendant 3 ans. Montée en puissance, comme ça. Montée en puissance, qui fait que lorsque le coup d'État est décidé, Morny considère qu'on a les plus grandes chances de l'emporter, de gagner, parce que l'opinion publique va être pour Louis-Napoléon contre ces stupides de l'Assemblée nationale qui font des bêtises et qui l'empêchent d'agir véritablement. Et le coup d'État, c'est lui qui le monte, parce que Louis-Napoléon, il a peur. C'est un hésitant, c'est un velléitaire. Et il se passe 3 mois ou 4 mois, on fixe la date du coup d'État et puis ensuite on le décommande. On fixe la date, on le décommande. Et c'est Morny qui à un certain moment va dire, voilà, la date c'est ça, la nuit du 1er au 2 décembre, qui l'exécute. Et alors, on tue 400 personnes sur les barricades. Louis-Napoléon va dire à ses amis, je n'ai pas voulu ça. Et Morny va aller le voir en disant, écoutez, quand on fait un coup d'État, il faut accepter d'avoir du sang sur les mains. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Voilà. Donc on sent la force de Morny, et c'est lui qui continue à orchestrer après toute la campagne qui va conduire au rétablissement triomphal de l'Empire. Il y a un plébiscite triomphal. Mais pourquoi est-ce que Morny est si content de se retirer des affaires officielles à ce moment-là? C'est assez étrange ce qui se passe en 52. Là. C'est très étrange, mais il a probablement un réflexe qui est le suivant. Il sent que lui, c'est un baroudeur, c'est un condottière, c'est un homme d'action tout seul. Là, il rentre dans une structure institutionnelle. On l'a nommé ministre de l'Intérieur. C'est très bien en période de tension, de danger, parce qu'il donne des ordres au préfet, il les révoque, il en nomme des nouveaux. Mais ensuite, les conseils des ministres, ça va être ennuyeux. On va écouter les rapports du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Agriculture. C'est pas son genre. Lui, il est là pour faire des affaires. Il est là pour faire des affaires. Et donc, c'est vraiment sur un coup de tête et un peu sur un prétexte qu'il démissionne pour pouvoir se relancer en grand dans les affaires. En grand et en très grand. C'est un prétexte, oui. C'est un prétexte qui ne manque pas d'allure, puisqu'il défend
défend finalement, il reste fidèle à ces Orléans qu'il a servi pendant longtemps. C'est un très joli coup en même temps qu'il fait sur le plan de l'image, parce que ça montre qu'il a des idées, qu'il est fidèle, qu'il a des amis et qu'il leur est fidèle, quelles que soient les circonstances. Alors il va mener pour le compte de son cher empereur un certain nombre de missions en France et à l'étranger. Il est donc président du corps législatif. Ça, au moins, ça a le mérite d'être un poste extrêmement prestigieux, très rémunérateur et pas très prenant, en fait, parce qu'il préside pas énormément de séances, en vérité. Non, bien entendu. Il se réserve, en tant que président, les séances pour lesquelles il pense que son talent, son humour, son habileté sont nécessaires, sont indispensables, quand il risque d'y avoir des sujets un petit peu embêtants. Mais quand c'est des séances ordinaires, des séances, on va dire, ronflantes, ça, il laisse ça à ses vice-présidents sans le moindre état d'âme. Mais l'avantage, c'est évidemment le titre, c'est d'être un grand personnage de l'État. C'est l'hôtel de la Sey qui n'est pas un mince avantage. Qui n'est pas désagréable, bien entendu. C'est d'ailleurs lui, petite anecdote, parce qu'on le voit revivre à travers ça, qui institue le rite qui existe toujours aujourd'hui, qui fait que quand le président de l'Assemblée nationale quitte l'hôtel de la Sey pour aller dans l'hémicycle, il y a les tambours qui battent sur son passage. Oui. Voilà, donc ça, c'est encore l'héritage de Morny. C'est Morny qui a créé ça. Et donc, Morny aimait beaucoup cette présidence du corps législatif et il s'en servait alors sans aucune vergogne pour faire des affaires. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, et ça il faut qu'on éclaircisse ce point qui est fascinant, qui est au cœur de toute la fin de la vie de Morny, c'est cette affaire du Mexique. On sait que ça va être un désastre, cette expédition du Mexique, sur le trône du Mexique, on va installer donc un des fils de l'empereur d'Autriche, l'empereur Maximilien, avec son épouse Charlotte, et puis ça tourne au désastre, l'empereur est assassiné et Charlotte finira folle. C'est une chose horrible. Or, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, a beaucoup poussé dans ce sens. Et ce que vous nous dites, c'est que Morny est un peu à l'origine de tout ça. Oui, il est un peu à l'origine. Je crois que dans l'affaire du Mexique, il y a d'abord une affaire de gros sous. Oui, comme par hasard. Il y avait un chef d'État qui s'appelait le général Miramón, qui a été renversé par Juárez, qui était le chef du parti libéral et franc-maçon. Et puis, il y a une intoxication qui est faite. Les services de renseignement ne marchent pas bien parce que les milieux très catholiques, espagnols en particulier, vont voir Eugénie et lui disent Juárez, c'est une marionnette, c'est rien du tout, une petite expédition militaire et on le balance. Or, Juárez, sur le plan international, il fait une erreur. Il dit, moi, je ne reconnais pas les dettes de mon prédécesseur. Alors, à ce moment-là, il y a des pays dont des citoyens ont beaucoup prêté au Mexique qui ne sont pas contents. Il y a l'Angleterre, il y a l'Espagne et il y a aussi des Français. Parmi ces Français, il y en a un qui s'appelle Jecker, qui est un banquier d'origine bordelaise, qui a prêté beaucoup d'argent au prédécesseur, et donc Juárez lui claque la porte au nez en disant « moi je ne reconnais plus mes dettes ». Alors Jecker trouve le moyen d'aller voir Morny et lui dit « écoutez, si vous arrivez à me faire rembourser, moi je vous donne comme commission 30% de la somme que vous me permettez d'avoir ». Qui était une somme gigantesque. C'est quand même pas mal, gigantesque. C'était 75 à 80 millions, ça dépend comment on calcule les intérêts. Alors il y a donc une expédition qui est faite en direction du Mexique avec une flotte anglaise, une flotte espagnole, une flotte française. Bon, on saisit les revenus du Mexique, on fait un accord et finalement on fait rembourser par Juárez au moins une partie des dettes. Mais les Espagnols et les Anglais repartent satisfaits, les Français restent et vont à la conquête de Mexico. Et une conquête beaucoup plus difficile que ce que l'on avait dit au départ. Et la suite, c'est que finalement, effectivement, on parvient à s'emparer de Mexico, on parvient à installer Maximilien, cet archiduc autrichien, sur le trône du Mexique. Mais ça va échouer, il ne tient que grâce aux troupes françaises. Et quand, au bout de 3 ans, on trouve qu'on a suffisamment payé du côté français pour 3 fois rien, à ce moment-là, les troupes françaises se retirent et c'est donc la chute et l'exécution de Maximilien. Et Morny a poussé jusqu'au bout à ce que l'expédition du Mexique se poursuive, parce qu'il poursuivait des tas de rêves. On lui disait, il y a des mines fabuleuses au Mexique. Alors il faut s'emparer de ces mines fabuleuses. C'était son Eldorado de fin de vie. C'était son Eldorado, jusqu'au rêve de se faire lui-même nommer empereur du Mexique. Il est enterré au Père-Lachaise. Oui. On peut voir sa tombe. On peut voir sa tombe, qui est monumentale. Elle est tout à fait conforme au bonhomme. Elle est conforme au bonhomme. Pas toujours à son élégance, parce que c'était quand même l'élégance, Morny aussi. Je parlais des gants verts tout à l'heure. Oui. C'est vrai l'histoire du phaéton. On dit qu'il avait un phaéton blanc, un phaéton noir, en fonction de la tenue. En fonction de la tenue. Un phaéton, c'est-à-dire une calèche, en fait. Tout à fait. Il cherchait à ne jamais être blessant, par exemple. Il ne voulait jamais extravagant. Il avait beaucoup d'humour, mais il essayait de retenir l'humour jusqu'au point où il risquait de blesser son interlocuteur.
Morny, le vice-empereur, c'est donc la grande biographie Fayard de Michel Carmona. Et puis, dans la collection Portrait chez Belin, une collection dont nous parlons régulièrement, également un Morny, le théâtre du pouvoir d'Agnès Dangio-Barros. Merci infiniment, Michel Carmona. Grâce à vous, on a déjà l'impression d'être à Deauville depuis presque une heure. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et comme chaque fin d'émission, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous. Vous nous parlez aujourd'hui, Franck, de quelques grands noms propres qui sont devenus noms communs. Et oui, je m'inspire pour le faire du petit dictionnaire des inconnus célèbres de Claude Quetel, édité chez First, dans la collection First Histoire. C'est un livre très amusant qui est bourré d'anecdotes, et c'est ce que nous cherchons, nous, dans ces retours aux origines. Alors, il y aurait énormément de noms propres comme ça qui sont devenus des noms communs, mais j'en ai pris comme ça au hasard. Par exemple, le sandwich. D'où vient-il ? On parle tellement, c'est tellement fréquent le sandwich. D'où ça vient un sandwich ? Eh bien, ça vient d'un certain John Montagu Sandwich, qui était 4e comte de Sandwich. Il était né, ce monsieur, en 1718 à Londres. C'est un diplomate et c'est un militaire. Diplomate, il a fait toute une partie de sa carrière sur le continent. Et puis, en 1748, il succède au duc de Bedford comme premier lord de l'amirauté. Sauf qu'il a des problèmes de relation avec le nouveau Premier ministre. Finalement, il va démissionner en 1751. Et vous savez que pendant la terrible guerre de 7 ans, à l'époque où Richelieu, pour la France, l'arrière-petit-neveu du cardinal, le duc de Richelieu, mène les opérations du côté français, il a en face de lui Lord Sandwich. Alors, il se trouve que ce Lord Sandwich a la réputation d'être un joueur invétéré, il joue très gros, et surtout, vous savez, ça fait partie de ces joueurs qui veulent pas quitter la table. Il est à sa partie, il joue, il veut pas s'en... Et donc, quand il est en train de jouer chez lui comme ça et qu'il est en milieu d'une partie, il a pris l'habitude de se faire apporter par son cuisinier de quoi grignoter comme ça sans avoir à quitter la partie. Alors, il se fait servir du bœuf salé et du fromage qu'on met entre 2 tranches de pain, ce qui permet de garder les mains propres, tout simplement. Eh ben, il vient d'inventer ce qu'on appelle le sandwich. Et ce qui est fort, c'est que le mot va entrer très vite dans les mœurs. Le comte Sandwich ne meurt à Londres qu'en 1792. Il a à ce moment-là 74 ans. Mais dès 1802, dans le Moniteur, le journal français, eh bien, vous avez ce nom de sandwich. Je me rends compte quand même, j'avais prévu de vous parler de Diesel, de Kalachnikov, etc. Mais ce sera pour une autre fois, puisque nous n'en avons plus du tout le temps, visiblement. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'être la petite souris qui va s'immiscer dans les cabinets de psy. Pourquoi on consulte aujourd'hui ? Quand est-ce que c'est indispensable ? Quand est-ce que c'est utile ? On en parle avec vous et les experts Europe 1, 39 21 pour vos témoignages ou vos questions, ou europe1.fr. Franck. Merci beaucoup Elena. Donc nous parlions aujourd'hui de monsieur de Morny. Nous serons sur cette terre vendredi prochain. Alors on ne sera pas à Deauville, on sera dans la cité concurrente en fait, de l'autre côté de la Touques. Nous serons à Trouville. Venez nombreux, bien entendu. L'émission aura lieu en public à l'hôtel de ville de Trouville. Ce sera ce vendredi, le 20 septembre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. 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 Sur Europe 1.